Donc sur la deuxième page du document, vous avez la table des matières automatisée de InDesign. Dans le menu texte, style de paragraphe, donc dans la version anglaise, menu type, paragraph styles, vous avez des dossiers qui ont été créés par l'utilisateur qui a créé le document. Donc un dossier qui concerne les styles de la table des matières, un dossier qui concerne les styles qui sont dans le document. Et vous voyez que quand vous prenez l'outil texte et que vous cliquez sur les différentes entrées de la table des matières, là par exemple on voit que c'est le style TDM titre premier niveau. Si je vais là, c'est TDM titre second niveau. Si je clique sur le nom de la table des matières qui s'appelle dans ce cas-ci cette semaine, 3 petits points, c'est le style titre de la table des matières. Enfin voilà, donc quand je dis que la table des matières est faite automatiquement par InDesign, on contrôle quand même l'aspect de la table des matières, bien sûr. C'est juste le boulot ennuyeux d'aller chercher les mots dans tout le document, dans les titres et les sous-titres, qui est fait par InDesign. Alors, dans la table des matières, vous voyez qu'il y a les numéros de pages qui sont là, sur la droite. Bien sûr, si dans la mise en page, les titres et les sous-titres bougent d'une page à l'autre en fonction du texte que je supprime, que j'ajoute, des images que je supprime, que j'ajoute, il suffit à un certain moment d'aller de sélectionner le bloc de la table des matières avec la flèche noire et de demander menu page, mettre à jour la table des matières. Donc dans la version anglaise, menu layout, update, table of content. Évidemment, ici, rien ne se passe puisque voilà, la table des matières était déjà à jour. On n'a pas fait de modification. Même chose si vous voyez des fautes d'orthographe dans la table des matières. Par exemple, là, il y a des choses qui me dérangent. Il y a des titres qui terminent par un point, parfois. Il y a des titres qui ne commencent pas par une majuscule, parfois. Là. Donc, tout ça, vous ne le modifiez pas dans la table des matières, sinon tout votre boulot va être oublié dès qu'on va faire la mise à jour de la table des matières. Ça se fait dans le document, en fait, cette modification. Bon, je vous montre là, vite fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais aller chercher un des sous-titres du document. Ah oui, ils sont en gris maintenant. Je cherchais des sous-titres en rose, mais c'est vrai que je les ai transformés en gris il n'y a pas longtemps. Ah voilà, ok. Voilà. Je modifie avec une majuscule et je reformule un peu la phrase tant que j'y suis. Voilà. Je vous rappelle que pour arriver à bouger les pages sur l'écran, pendant que vous êtes avec l'outil texte, il faut enfoncer la touche Alt. C'est le raccourci pour la main qui permet de bouger sur l'écran. Ah voilà. Et là, il y avait un point que je supprime. Voilà, etc. Donc, je vais revenir sur la première page, sélectionner ma table des matières, demander menu page, mettre à jour la table des matières, et voilà, ça a été corrigé. Là où j'avais enlevé les points, il n'y en a plus. Là où j'ai mis des majuscules, il y en a. Bon, c'est le principe, hein. Voilà, pensez à ça, évidemment. Aussi, ça paraît évident, là, mais quand vous passez le correcteur orthographique, lui, il va éventuellement vous proposer de corriger le contenu de la table des matières, le correcteur orthographique de InDesign. Waouh. Quand vous faites édition orthographe, spelling en anglais, il va chercher dans le document pour éviter que, et là je clique sur terminer, pour éviter peut-être que la table des matières ne soit prise en compte, ce serait peut-être intelligent de prendre l'outil texte et cliquer n'importe où dans le texte du document. Donc c'est un article en flux continu. C'est un article en flux continu, on le sait, sauf que la table des matières là au-dessus n'est pas reliée au texte. C'est des pages à part, les deux pages du dessus. Ce n'est pas l'article qui contient le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends la flèche noire et que je clique sur le bloc là, on voit les lignes qui relient les blocs. C'est du flux continu. Le texte coule d'une page à l'autre et les images aussi qui sont dans le flux. Mais la table des matières, il n'y a pas de ligne qui la relie au reste. Elle est à part. C'est deux pages qui ont été ajoutées par la suite à part. Donc je disais que si vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans le texte et vous allez dans le menu édition, orthographe, edit, spelling, vous pouvez préciser ici que vous faites la recherche dans l'article
Donc ce qui exclut la table des matières, par exemple, ou d'autres articles, d'autres séries de blocs chaînés qui se trouveraient dans le document. Bon, ben ici je ne fais pas la recherche orthographique, c'était juste une petite remarque. Alors je continue ici sur la table des matières. Il y a quelque chose qui manque dans la table des matières. Je vais temporairement faire apparaître la table des matières en aperçu. Donc je clique avec la palette des outils qui est en 2 colonnes, je vais cliquer sur l'icône qui est à droite là, voilà. Et c'est une table des matières. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque à votre avis? Il y a 2 choses que je ferai moi pour améliorer cette table des matières. Pour améliorer la lisibilité, l'utilisabilité, si vous voulez. Usability. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, ben, il y a une première chose. Les différentes entrées, les sous-titres, là, eh ben, il faudrait les séparer par un espace. Parce que on n'arrive pas trop à voir quand on a affaire à une suite de phrases du manga de Kyoto, hein, sachant que... Voilà, bon. Par exemple, ce titre-là, les estampes étaient d'abord destinées... voilà, on ne voit pas trop la différence, il faut mettre des espaces automatiquement. Bien sûr, on va jouer sur le style des entrées là, de la table des matières. TDM, sous-titres. Et puis il y a autre chose, je suis sûr que vous le saviez, mais vous n'osez pas le dire. Des petits points, des small dots, qui vont relier le titre avec le numéro. Eh bien, on va faire ça rapidement, vous allez voir, ça va être vite fait. Donc, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez dans le menu Type, Paragraph Styles, menu Texte, style de paragraphe. Et vous allez double-cliquer sur TDM, titre de second niveau. On l'a vu tout à l'heure, hein, ces entrées dans la table des matières utilisent le style TDM, titre de second niveau. Alors, vous avez ici un style titre second niveau, ne double-cliquez pas sur lui en vous disant « ce sera toujours bon ainsi », ou comme l'expression consacrée le dit, « c'est aussi bon ainsi ». Non, c'est vraiment celle-là qui est utilisée par les entrées de la table des matières. TDM, titre de second niveau. Vous double-cliquez sur ce style de paragraphe. Vous cochez la case Preview. On va faire une première chose, c'est gérer les espacements entre les entrées. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre dans lequel faire les choses ici, mais je vais décider de d'abord espacer les entrées. Donc, je vais dans Retrait et espacement, Indents and Spacing, dans la version anglaise sans doute. Ensuite, ici, j'ai espace après. Je vais augmenter un peu l'espace après. Voilà, en temps réel, je vois derrière ce que ça donne. Ben voilà, c'est pas mal. C'est un peu plus clair, je crois. On a des titres très longs. Ils pourraient être raccourcis. Oui, ce serait idéal d'avoir des titres plus courts. Enfin, en tout cas, des titres d'à peu près la même longueur chacun. À peu près, hein. Je veux dire, vous choisissez le style de votre publication. Est-ce que vous faites des titres courts, quitte à, dans le document, en dessous du titre, mettre ce qu'on appelle un chapeau, c'est-à-dire un paragraphe, un premier paragraphe qui donne un peu le contenu de ce qui suit donc une espèce d'abstract, de résumé de ce qui suit. Donc ça, c'est que si vous voulez faire des titres courts, ce serait bien d'avoir ce qu'on appelle un chapeau, un premier paragraphe en dessous, qui explique un peu. Voilà, je vous donne les astuces pour faire des publications intéressantes par la suite, parce que communiquer, c'est toujours intéressant, et le papier reste encore malgré tout. Bon, le secteur de l'impression se modifie, est en mutation pour l'instant, et comme dans d'autres secteurs d'ailleurs traditionnels, on voit apparaître un phénomène, c'est que ça se scinde en deux, le très haut de gamme et le très bas de gamme. Et ce qui a tendance à disparaître, c'est le moyen de gamme, parce que les gens, plutôt que de s'informer par les journaux, par les publications, les magazines, de plus en plus, ils utilisent le web, quoi. Mais par contre, le très bas de gamme, les flyers, c'est du papier, c'est pas cher pour communiquer, ça peut encore être intéressant. Les affichettes, les affiches. Et puis de l'autre côté, vous avez le très haut de gamme, des publications vraiment bien faites, avec des impressions en 7 couleurs, avec du vernis, de la dorure. Enfin, vous voyez, c'est à peu près comme ça que le marché évolue là vers 2020.
Et il n'y a pas que ce domaine-là de l'image qui évolue vers un marché qui se scinde comme ça. Donc tout ça pour dire que voilà, on est en train de voir comment faire des documents papier pour faire un rapport d'entreprise, pour faire un dossier. Tout ça sera très intéressant. Parfois, on vous demande de fournir un document Word. Vous êtes mal barré, vous êtes dans InDesign. Comment faire? Très simple. Je vous donne l'astuce. Si vous faites une recherche sur le web, vous allez trouver plein de convertisseurs en ligne, convertir les documents InDesign vers Word. C'est parfois payant. Que nenni, ne faites pas comme ça. Il suffit d'exporter le document InDesign en PDF, l'ouvrir dans Acrobat Pro, la version Pro de Acrobat qui est livrée dans la Creative Cloud, vous l'avez. Et là, une fois que le PDF est ouvert dans Acrobat Pro, il suffit d'aller dans le menu Fichier, Enregistrer sous, et vous avez plein de formats dans lesquels vous pouvez enregistrer, notamment Word. Et il y a même plusieurs formats Word, les anciens formats Word, les nouveaux formats Word. Donc, vous pouvez faire des documents Word avec InDesign si vous connaissez l'astuce d'exporter en PDF, d'ouvrir dans Acrobat Pro, d'enregistrer en Word dans Acrobat Pro. Voilà. Alors, je me perds un peu ici, donc je continue. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Des petits points qui relient les entrées de la table des matières aux numéros. Donc, je vais aller ici. Ben non, en fait, oui. Techniquement, il serait possible de le faire ici. Non, je dis des bêtises. C'est ici qu'il faut le faire. C'est ici qu'il faut le faire. Parce qu'on est en dehors de la table des matières. On est juste dans le style de paragraphe utilisé par la table des matières. Donc c'est le bon endroit pour le faire. C'est dans le style d'une des entrées de la table des matières. Donc on va dans tabulation. On va dans tabulation. Et vous avez ce qu'on appelle les points de conduite. Alors, traditionnellement, on met un point. Mais on peut faire des points de conduite avec ce qu'on veut, avec des petits underscores, avec n'importe quoi. Faites avec un point. Vous mettez un point ici, point de conduite. Ensuite, pour faire apparaître le point de conduite, on va aller mettre un signe de tabulation. Vous allez par exemple prendre celui-là. Celui-là plutôt. Celui-là. Vous allez cliquer. Qu'est-ce que vous voyez apparaître derrière? Les points de conduite, parce que vous avez coché la case preview, bien sûr. Vous les voyez? Pas de problème? OK, vous cliquez sur OK, et voilà, vous avez vos points de conduite. Super. Vous enregistrez le document dans le dossier d'assemblage que je vous ai fourni. Vous pouvez enregistrer sous un nouveau nom. Je change le numéro à la fin. Alors voilà, si j'observe les points qui ont été ajoutés, je remarque qu'ils se mettent entre l'entrée et le numéro. Si je veux espacer un peu le premier point de l'entrée, ça ne va pas être difficile. Vous sélectionnez la table des matières avec la flèche noire. Vous allez dans le menu Édition, dans le menu Page, Layout chez vous dans la version anglaise, dans le menu Page. Vous allez jusqu'à Table des matières. Donc vous avez sélectionné avec la flèche noire le bloc, menu Layout dans la version anglaise, menu Page dans la version française, vous allez jusqu'à Table des matières, Table of Content. Et vous allez cliquer sur More, plus d'options. Et on est en train de modifier titre de second niveau, c'est ça qui nous intéresse. Titre de second niveau, on est en train de le modifier. Vous avez ici, entre le numéro de page et l'entrée, donc entre le numéro de page et l'entrée, vous avez une tabulation de retrait à droite. C'est ceci qu'on voit, c'est le signe tabulation de retrait à droite. Ça veut dire que c'est une tabulation qui repousse complètement le plus à droite possible dans le bloc le numéro. Il suffit ici d'aller mettre un espace ou deux avant la balise de tabulation de retrait à droite. On aurait pu mettre un espace large aussi. Vous cliquez sur OK et voilà, vous avez le truc. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur OK et que la table des matières est mise à jour? Vous avez deux espaces. Ça, c'est les balises d'espace qui apparaissent sous forme de points. Bien sûr, ils ne s'impriment pas. C'est juste des balises qu'on voit là. Comme le reste, entre chaque mot, il y a un point qui indique une balise d'espace. Vous avez réussi à éloigner le début des points de conduite par rapport à l'entrée. Il est possible aussi, et bien sûr, en mettant des espaces après
le signe de tabulation de retrait à droite. Dans les réglages de la table des matières, il est possible d'éloigner les derniers points du numéro, logique, hein. Je ne vais pas le faire ici, mais voilà. Alors, une dernière chose que je vais faire ici, c'est supprimer le numéro sur les entrées de premier niveau. À partir du moment où le titre ici est suivi de sous-titres qui sont numérotés, ben ça ne sert à pas grand-chose de lui mettre un numéro. Vous allez dans Page, Table des matières. On travaille sur les grands titres. Et au niveau des numéros de page, on va dire finalement aucun numéro de page. Donc précédemment, ça avait été mis. On avait décidé d'en mettre. Mais finalement, non. Donc c'est dans menu Layout, Table of Content, menu Page, Table des matières. On indique qu'on travaille sur les grands titres. Et ici, à numéro de page, vous indiquez None, aucun numéro de page. Bien sûr, pour voir ça, vous devez avoir déployé les options. Sinon, vous pensez que ça n'existe pas. OK. Et voilà, du coup, les grands titres n'ont pas de numéro. Ça commence à devenir un document qui a de la gueule. Vous savez, quand on veut faire passer une idée à un document bien fait avec un bel aspect, ça aide. C'est quelque chose qui est connu dans les milieux scolaires, bien que les enseignants essayent d'aller contre ça et d'en être conscients, mais quand des étudiants rendent des travaux et que la présentation est bonne, ça a tendance à valoriser le travail, même si le contenu n'est pas si terrible. Voyez, la forme influence le contenu. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont mises en place pour demander des présentations standardisées. Vous n'aurez pas toujours le loisir dans des dossiers que vous rendez, des dossiers d'application, des dossiers pour obtenir un budget, vous n'aurez pas toujours le loisir de faire vous-même la mise en page. Ce sera imposé, on vous dira telle taille de corps, tel interlignage, telle marge de page. Donc ça normalise la forme et ceux qui doivent juger se focalisent plus sur le contenu sans être influencés par la forme. Mais enfin voilà pourquoi ça peut être important de savoir faire des belles mises en page en dehors de ces cas où on vous impose la mise en page et qu'elle est normalisée. Vous allez pouvoir délirer et faire des choses qui sortent du commun, mais qui malgré tout, typographiquement, sont très valables. Alors ici, on va modifier la mise en page. Donc quand je regarde la mise en page, il y a clairement un problème. C'est un document double page, on est d'accord. La ligne noire là qu'on voit, c'est la reliure du document. Et on essaye, dans tout document double page, de faire en sorte que le texte n'aille pas trop près de la reliure, parce qu'on sait que ça tourne à cet endroit-là. Plus le document est épais, plus ça pose des problèmes pour lire du texte qui est près de la reliure. Donc on va aller régler ce problème. C'est ce qu'on appelle le problème du petit fond. Le petit fond, c'est la zone qui est du côté de la reliure. Le grand fond, c'est la zone qui est aux extrémités gauche et droite du document double page. Vous allez voir, ça va être assez facile. On va modifier tout le document. Ça va nous prendre qu'une quarantaine de minutes pour le faire. Non, je rigole. En une minute, ce sera fait. Vous allez activer dans la palette page. Donc, il faut faire apparaître la palette page. C'est le minimum. Vous allez activer les deux pages du gabarit. Clic, clic. Non, clic majuscule, clic. Voilà, on active les deux pages. Clic majuscule, clic. On vient d'indiquer qu'on modifie les pages du gabarit. Bon, la page de la table des matières ne sera pas affectée par ce qu'on va faire parce qu'elle n'a pas le petit A. Elle n'utilise pas le gabarit A, cette page de table des matières, la 39. C'est pas grave. Toutes les autres utilisent le gabarit A. Vous allez maintenant dans le menu Page, Marge et colonnes, menu Layout, Margins and Columns. Ah, ce serait peut-être une bonne idée d'enregistrer avant de faire une bêtise. Enregistrer le document sous un nouveau nom. On n'est jamais trop prudent. Donc, menu Page, Marge et colonnes, menu Layout, Margins and Columns. Vous avez la case aperçue qui est cochée. Avant de faire quoi que ce soit ici, vous devez enclencher ceci. Activer l'ajustement de la mise en page. Ce document a été fait en collant les blocs texte aux marges roses. Du coup, si je modifie les choses ici, les blocs texte vont se redimensionner. Alors, il faut casser la chaîne. Voilà, elle est cassée.
Et on va aller régler le grand fond et le petit fond. Par exemple, pour le petit fond, donc ce qui est près de la reliure, je vais indiquer 20 au lieu de 12,7, qui est la moitié, c'est un demi-pouce en fait, c'est la moitié d'un pouce anglais, 12,7. Donc je mets 20, touche tabulation pour valider. Vous voyez ce qui se passe? Ça s'est élargi. Ça se verra peut-être encore plus si je repasse en affichage normal. On va voir les constructions des blocs. Je vais augmenter encore, je vais mettre 30 en petit fond, touche tabulation pour valider ce que j'ai mis dans le cartouche. Ça calcule, évidemment pas sur la table des matières, idiot, là, sur les pages là derrière. Ok. Si vous avez oublié d'enclencher les 2 pages du gabarit, ça veut dire que vous êtes en train de faire ça seulement sur une des pages ou 2 pages maximum du document. Et nous, on veut que ça le fasse sur toutes les pages. Donc, voilà. Je continue, je vais mettre un peu plus d'espace ici. Un peu plus d'espace ici. Alors oui, bien sûr, on a un problème de... Parce que là, je suis quand même allé assez fort, on a un problème, les images ne se redimensionnent pas. Les blocs images ne se redimensionnent pas. Il faudra aller les redimensionner. Donc c'est quelque chose qu'on aurait dû penser au début, en fait. Bon, je vais peut-être exagérer un peu moins, ici. Dans le petit fond, je vais aller mettre 20 au lieu de 30. Au niveau du grand fond, je vais passer à 18. Voilà. OK. Donc ça va. On peut dire, est-ce que c'est acceptable que les images débordent comme ça de la colonne? Si ce n'est pas acceptable, vous les redimensionnez. Mais, voilà. Bon, regardez, il y a quand même quelque chose que je pourrais faire. Toutes ces images reposent, celles qui sont dans le flux du texte. Hein, je ne parle pas des images qui sont flottantes, comme celle de la voiture ici, qui flotte, elle est sur son calque, elle habille le texte, elle n'est pas vraiment dans le flux du texte. Mais toutes les autres images, qui ont à peu près la largeur d'une colonne, sont dans le flux du texte. Elles reposent sur un paragraphe auquel on a donné un style. Alors, je vais aller voir ici, dans la palette des styles de paragraphes. Je vais d'abord cliquer à côté de tout pour être certain de ne pas travailler sur quelque chose en particulier dans le document, mais pour travailler sur tout le document. Je clique à côté de tout sur le bord des pages, là. Et je vais aller modifier le style qui s'appelle « Image dans le flux ». Je double-clique sur le style « Image dans le flux ». Dans « Retrait et espacement », à la place de « aligner à gauche », je vais dire « centrer ». Et normalement, l'image devrait se centrer dans sa colonne. Voilà, vous avez vu? Donc ça c'est déjà mieux. Elle déborde de chaque côté de la colonne, l'image, elle est plus grande, parce que j'ai réduit la dimension des colonnes, forcément, en augmentant l'espace près de la reliure et l'espace sur le côté gauche et droit de la double page. Mais ça va, c'est centré, c'est pas mal. Donc c'est dans le style de paragraphe « Image dans le flux ». Indent and Spacing, et j'ai choisi Center. Voilà. OK. Et ça va. Alors quand je regarde les pages ici, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Ben oui, j'ai géré l'espacement au milieu, là, le petit fond, j'ai géré l'espacement du grand fond de chaque côté, mais les numéros et le texte, il faudrait quand même que je le repousse par le haut et par le bas. Donc, même principe que tout à l'heure, c'est facile. Dans la palette page, on active les 2 pages du gabarit. Clic, majuscule, clic. On va aller dans le menu page, marge et colonne. Layout, margins and columns. Donc vous êtes bien en train de travailler sur les 2 pages de gabarit, vous les avez activées par clic, majuscule, clic. Vous avez éventuellement la case aperçue qui est cochée là. Et dans le réglage ici, vous avez bien sûr ceci qui est enclenché, comme tout à l'heure. On l'a déjà enclenché. Ceci qui est désenclenché, la chaîne est cassée. Donc on va augmenter cette fois-ci la valeur de tête et de pied. Avec la touche majuscule, je modifie les valeurs ici. Donc ça va plus vite pour modifier. Alors, je vais mettre 20 de tête, donc le dessus, hein, ça se comprend. Et le pied, je vais mettre 30. Pourquoi? Parce qu'en général, en graphisme, d'une manière générale,
quand vous faites des compositions, vous avez intérêt à ce que le bas de l'image, il y ait un peu plus d'espace que le haut. Comme ça, visuellement, ça sert un peu de socle visuel, ça donne de la stabilité. Donc 33 cm en bas, 2 cm en haut, ça me paraît bien ici. C'est un jugé là à vue. Je vais enregistrer le document une fois que c'est fait. Bien sûr, les numéros sont fort grands. Vous savez que si vous voulez les modifier, vous allez pouvoir le faire. Ben, on va le faire, justement. On va aller double-cliquer sur le gabarit. Vous avez une page de gauche, une page de droite, avec un numéro sur chacune. Bon, on va les modifier celui de la page de gauche, par exemple. Donc, alors, il est inaccessible. Vous avez double-cliqué sur la page gauche du gabarit. Vous êtes dans le gabarit, c'est bien indiqué. À gabarit, en bas à gauche de votre fenêtre, quelque part. À gabarit, voilà. Je dis ça parce que quand je dis de double-cliquer sur la page gauche du gabarit, il y a beaucoup qui font simplement que cliquer. Et ça pose problème, évidemment. Donc on est dans le gabarit. Le bloc sur lequel je veux travailler est inaccessible parce qu'il est sur son propre calque. On va dans le menu Fenêtre, Calque, menu Window Layers, et on va déverrouiller le calque de la numérotation. Voilà, comme ça, le bloc ici est accessible. Pourquoi est-ce que le calque numérotation est tout au-dessus? Comme ça, quand la numérotation se met dans le document, elle sera forcément au-dessus de tout ce que je mets dans le document. Si je mets des photos qui recouvrent toute la page, des fonds colorés qui recouvrent toute la page, la numérotation sera malgré tout au-dessus. Parce que normalement, ce qui vient du gabarit se met en dessous. Sauf si on crée un calque spécialement pour cet élément dans le gabarit, un calque qui est tout au-dessus des autres. Voilà pourquoi le calque numérotation est au-dessus des autres. Alors, on va pouvoir, en sélectionnant le bloc, modifier les paramètres du texte à l'intérieur. On va dans le menu texte caractère, menu type character, et vous allez pouvoir changer la police. Alors bien sûr, on ne voit pas trop ce qu'on fait. Il y a une technique qui permet de voir ce que ça donne pendant qu'on est en train de modifier. Il s'agit de créer une nouvelle fenêtre sur le document. Vous avez deux fenêtres ouvertes sur le même document. Vous avez dans la deuxième fenêtre, la nouvelle, vous visualisez le numéro sur une des pages du document. Et dans la fenêtre actuelle, vous modifiez, comme on est en train de le faire. Donc, je ne vais pas le faire ici, mais je vous dis que techniquement, il est possible de modifier un élément dans le gabarit et de voir directement dans le document ce que ça donne. Mais il faut travailler en deux fenêtres. Alors ici, on ne va pas le faire, donc, mais je suis en train juste de modifier la police de caractère, la taille. Je vais voir ce que ça donne sur la page en double-cliquant sur la page. Ça aussi, c'est la solution. Si vous n'avez qu'une seule fenêtre ouverte sur le document, vous passez de l'un à l'autre. Bon, on va dire que pour moi, c'est bon, ça. Le numéro comme ça, c'est chouette. Bon, ben évidemment, je n'ai modifié que le numéro de la page de gauche. Alors regardez, vous allez tester après. Certains ont compris évidemment ce que je vais faire. Je vais sur la page de gauche du gabarit. Je vais mettre le curseur texte près de ma balise de numérotation. Je vais dans la palette style de paragraphe. Et je vais créer un nouveau style que je vais appeler style de la numérotation. Voilà, d'après aucun style. Il faut bien vérifier qu'il est inscrit d'après aucun style. À partir de là, le style que je viens de créer, je peux l'appliquer, si ce n'est pas déjà le cas, à ce texte-là. Et je vais l'appliquer rapidement sur l'autre page, à l'autre balise de numérotation. Je retourne dans le document. Les deux pages ont donc maintenant la numérotation, le style que je veux. Mortalité de l'histoire, à partir de là, sans même devoir aller dans le gabarit, je peux, par le style de paragraphe, télécommander l'aspect de la numérotation. Il suffit que je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné, je double-clique sur style de la numérotation et je vais pouvoir modifier les choses, notamment la couleur. Je vais dire qu'ici, je vais changer la couleur
Comme ça, c'est visible. Couleur des caractères, je vais le mettre en cyan. Voilà, ils sont en cyan. Les deux, d'un coup. Comprenez le principe, hein? Évidemment, si les deux balises utilisent le même style, en modifiant le style, ça modifie les deux balises d'un coup. C'est le principe des styles. Vous enregistrez le document quand vous avez vu ça. Alors ici, on va numéroter les paragraphes. Donc, voyons ça. Nous avons à la page... Ah tiens, j'ai un problème d'image ici qu'il faudra que je repositionne. C'est pas très grave. Voyons un peu. Fenêtre, calque. C'est le calque qui s'appelle image flottante. Que je déverrouille et je remonte ce brol. Voilà. Voilà, ce sont des petits ajustements forcément. Alors, j'étais en train de dire... on va numéroter les paragraphes. Vous connaissez tous ça. Dans Word, on numérote les paragraphes parfois. Ça peut être utile pour s'y retrouver. Donc, dans la palette des calques, je travaille sur le calque texte principal. Il est déverrouillé. Les deux autres sont verrouillés. Je clique à côté d'une page. Je suis en train de visualiser la page 40 et 41. Les pages 40 et 41, ce qu'on appelle dans le InDesign une planche. En anglais, un spread. OK? Non, je dis ça parce qu'il y en a qui, quand ils exportent leur PDF, ils cochent l'option planche, mais ils ne savent pas à quoi ça correspond. Et puis ils se retrouvent avec des pages qui sont fusionnées dans le PDF. Ça peut être utile parfois, mais il faut le vouloir. Donc, je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné. Dans la palette des styles de paragraphes, on va aller modifier le style grand titre. On double-clique sur grand titre. Et ici, vous avez quelque part quelque chose qui s'appelle puce et numérotation. Bullets and numbering. Ici, on indique qu'on veut des numéros. La case aperçue est cochée. On a déjà des numéros qui commencent à se mettre sur les titres. C'est super. Les titres et les grands titres. Okay. La manière dont les numéros vont se faire, on va régler ça ici. On va supprimer les petites balises qui étaient là. Et on va dans le petit gizmo ici, le petit menu. Insérer une balise d'emplacement de numéros. Et vous choisissez niveau 1. Voilà, ça vous met la balise de niveau 1. Donc vous avez supprimé, je recommence ici, vous avez supprimé le contenu du cartouche qui est à côté du mot numéro. Vous allez dans le petit menu, insérer une balise d'emplacement numéro, niveau 1, level 1. Touche tabulation pour sortir du cartouche et valider ça, et je vois ce que ça donne ici. Voilà. Un petit point après serait le bienvenu. Donc je vais indiquer point. Touche tabulation. Et j'ai un point. Super. Il y a autre chose qui serait bien, c'est que les titres, contrairement au texte du document, que les titres ne soient pas justifiés, c'est-à-dire qu'ils soient alignés à gauche. Et ça, ça n'a aucun rapport avec la numérotation qu'on est en train de faire. Là, on a terminé avec la numérotation pour l'instant. On va aller dans retrait et espacement, indents and spacing. Et à la place de justifier à gauche, vous allez indiquer aligner à gauche. Vous allez voir que les mots qui collent au bord, là, ne vont plus coller. Aligné à gauche. Voilà. Pour les titres, je pense que ce ne sera pas plus mal. Bien sûr, il y a aussi la couleur qui peut être modifiée. Je vais les mettre en noir, par exemple. Alors, il faut trouver couleur de caractère. Voilà, couleur de caractère noir. Voilà. Attention, ceci n'est pas une couleur à utiliser. Ce n'est pas du noir. Repérage n'est pas du noir. Ça s'appelle comment dans la version anglaise? Registration, oui c'est ça. C'est pour l'imprimeur. C'est une couleur spéciale qui regroupe toutes les couleurs en fait. Erreur habituelle des débutants dans InDesign quand ils font des documents. Ils utilisent ça parce qu'ils se disent que c'est du noir, mais ce n'est pas du noir. Donc il faut vraiment utiliser du noir. Ok.
Voilà, vous avez numéroté les titres. Normalement, si je vais plus bas, je vais trouver le deuxième grand titre. Il est là, sur la page 50. Et il est numéroté. Il n'y a pas de problème. Alors, ça va se corser. On va numéroter les sous-titres maintenant. Vous devez visualiser une page sur laquelle les sous-titres sont montrés. Ben, par exemple, la page 50, en effet, vous allez peut-être trouver sur votre page 50, si on est un peu synchro dans la création du document, vous allez peut-être trouver également ce deuxième titre. On est d'accord? Bon, pour aller à la page 50, vous avez plein de solutions. Vous avez évidemment la palette de pages qui vous montre les pages et il suffit de double-cliquer sur la page en question. Vous avez dans le bas à gauche du document une vue d'ensemble des pages. Voilà. Dans le bas à gauche de la fenêtre du document. En tout cas, voilà. On va cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné parce qu'on va télécommander ça par le style. Et ce qu'on va modifier maintenant, c'est évidemment les titres de second niveau. Les sous-titres. Vous double-cliquez sur le style titre de second niveau. Ça va être un tout petit peu plus compliqué. On va juste aller dans Bullets and Numbering, puces et numérotation. On va aller dire qu'on veut des numéros. Voilà. Alors voilà, vous voyez le sous-titre? Il est numéroté à la suite du précédent, là, numéro 8. Bon, c'est foireux, évidemment. Donc, vous allez supprimer le contenu ici du cartouche. Et on va indiquer qu'on va numéroter comme ceci. Indiquer une balise d'emplacement de numéro. Niveau 1. Voilà, niveau 1. Point. Et je vais indiquer qu'à la suite de ça, insérer une balise d'emplacement de numéro, il faut d'abord que je crée le niveau 2, ici. Parce que c'est un niveau 2 ce que je suis en train de faire en fait. D'accord? C'est pas le niveau 1. Les niveaux 1, c'est les grands titres. Là, je suis en train de faire les sous-titres. C'est un niveau 2. Donc, je crée le niveau 2 ici. Et je disais, à la suite ici de l'indication de niveau 1, point, j'insère le niveau 2, point. Point, on a dit idiot. Voilà. Tabulation. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. 2.1. Ce titre fait partie du niveau 2 et c'est le premier. Ce sous-titre fait partie du grand titre niveau 2 et c'est le premier sous-titre. Ok. Voyons un peu le suivant. Ben, c'est 2.2, c'est logique. Vous savez que c'est comme ça, c'est habituel, hein, comme ça qu'on numérote. 2.2, suivant on aura 2.3, etc. Et au début du document, qu'est-ce que ça dit ? Après le titre 1, après le grand titre 1, j'ai le sous-titre 1.1, puis 1.2. Ben voilà, normalement ça devrait marcher. Ça marche parce que dans les réglages qu'on vient de faire, on a ici suite du numéro précédent. Mais vous n'aviez pas été modifié ça, donc normalement ça marche d'office. Donc, pour le sous-titre, j'ai indiqué que c'est le niveau 2 de numérotation. J'ai indiqué que je veux voir apparaître la numérotation du niveau 2, mais juste avant, séparé par un point, je veux également voir apparaître la numérotation du niveau 1. Maintenant, quand je clique sur la table des matières avec la flèche noire et que je demande la mise à jour, normalement, logiquement, ça devrait intégrer les choses. Menu page, mettre à jour la table des matières, menu layout, update table of content, et voilà. Je vais faire un truc ici, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais montrer que je peux mettre un espace, bien sûr, entre le point et le titre, dans la table des matières, là, et dans le document. En modifiant, donc, titre second niveau, puce et numérotation,
À la suite ici, je vais insérer un caractère spécial, 1, 2 ou 3 espaces, ou alors un espace large. Où sont-ils? Ils ne sont pas là. Il faudrait que j'aille me renseigner sur... Oui. Je ne connais plus la balise. Il me propose simplement des espaces étroits, justement. Bon, c'est pas grave, je vous montre. Ne faites pas, hein, je vous montre juste. Ok, je vais aller insérer là au début du paragraphe. Clic droit. Insérer un espace quadratin, c'est un espace large. Le voilà. Je copie ça. Commande X. Je clique à côté de tout. Je vais modifier le style titre de second niveau et les puces. Je vais insérer ici. Voilà. Commande V. C'est ça que j'aurais dû taper pour faire un espace large et je ne me souvenais plus. Donc, ok. Et du coup, dans tous les titres, tous les sous-titres, vous avez un espace large qui est mis. Et également dans la table des matières, là, quand on la met à jour. Voilà. Bon, il est très large, hein. Mais enfin, c'est classieux. Mettre de l'espace, c'est classieux, pourquoi pas. Vous aviez aussi l'espace demi-quadratin, qui est la moitié de cette largeur-là. Un quadratin, pour ceux que ça intéresse, c'est la hauteur d'un caractère mobile. Bon, voilà, ici, j'ai tapé juste le mot quadratin, et je vais aller voir une petite illustration qui apparemment est intéressante, qui explique ça. Voilà. Le quadratin, c'est toute la hauteur du support mobile quand on fait de l'impression par caractère mobile, Gutenberg. Voilà. Ok, c'est la hauteur. Et quand on fait un espace quadratin, c'est la largeur équivalente à la hauteur. Enfin, il y a plein de choses qui viennent de très loin dans InDesign, bien sûr, au niveau typographique.